Avant de commencer mon intervention, j'aimerais remercier les organisateurs de ces journées avec des thématiques qui sont fortes, passionnantes et intéressantes. Je souhaite aussi remercier mes collègues de Roche Diagnostic Maroc de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur d'être là avec vous. Et je vais aujourd'hui vous parler des troponines et de l'actualité des troponines en fait dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu, donc marqueur au niveau des urgences. Alors, pour commencer, on va refaire un tout petit focus, mais c'est une slide sur les maladies cardiovasculaires pour repositionner les biomarqueurs dans ce continuum. Donc vraiment, les maladies cardiovasculaires, c'est un continuum. Ça commence souvent par des facteurs de risque, des antécédents familiaux, etc. Les maladies coronariennes arrivent après, donc c'est là en fait on va faire un focus aujourd'hui avec effectivement la troponine, donc hypersensible maintenant, qui est utilisée à des fins de diagnostic et de pronostic. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le diagnostic et souvent en fait la dernière pathologie qui arrive avec le vieillissement de la population, c'est l'insuffisance cardiaque, et la troponine peut être utilisée dans ce contexte-là aussi en termes de pronostic, mais on se focalise aujourd'hui sur les maladies coronariennes et sur l'utilisation de la troponine à des fins de diagnostic. Et on va se baser bien évidemment sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui est une société qui en fait fait évoluer ses recommandations de façon très très régulière. Vous allez le voir dans cette présentation, c'est assez surprenant. Ce qui est important dans la prise en charge d'un syndrome coronarien aigu, mais dans les maladies cardiovasculaires de façon globale, ce qui est important avant tout, c'est la clinique. On ne peut pas faire un dosage, poser un diagnostic ou un dosage de biomarqueurs sans le fait qu'il y ait un contexte clinique. C'est la base sine qua non, le socle de toute prise en charge. Donc évidemment, tout ce qui est clinique, ça va être l'arrivée des douleurs, les délais, les facteurs de risque, les antécédents familiaux, les comorbidités, etc. Une fois que ce diagnostic clinique est établi, en fait, il y a un deuxième élément, c'est l'électrocardiogramme qui va être réalisé. Et là, il y a deux solutions. C'est soit, en fait, il est contributif, c'est-à-dire, en fait, il montre qu'il y a un vrai problème au niveau des coronaires, donc ce qu'on appelle un électrocardiogramme ST+. À ce moment-là, il n'y a aucun intérêt de faire un dosage de biomarqueurs ou de troponine parce qu'il sera positif, donc il n'y a aucun intérêt. Et le patient doit être pris en charge de façon immédiate dans un service de cardiologie. Par contre, effectivement, toujours quand il y a le contexte clinique, mais que cet électrocardiogramme n'est pas contributif, on ne peut pas savoir en fait le positionnement de ce patient. À ce moment-là, la troponine prend toute sa place et permet justement d'orienter le patient vers un service de cardiologie ou d'autres problèmes cardiologiques. Mais à ce moment-là, le patient peut rentrer chez lui avec un suivi bien évidemment après. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous avant de rentrer dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, c'est le positionnement de l'HAS. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est un positionnement depuis 2010, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui sera de toute façon d'actualité aussi demain. C'est que dans le syndrome coronarien aigu, il n'y a pas de marqueur biologique en médecine ambulatoire. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une suspicion d'un syndrome coronarien aigu chez un patient, le patient doit être pris en charge immédiatement dans un service d'urgence, car si jamais le dosage ou le diagnostic est posé, il doit être immédiatement pris en charge dans un service de cardiologie. Donc, en ville, normalement, on ne doit pas faire, dans le contexte d'un syndrome coronarien aigu, une suspicion de syndrome coronarien aigu, un dosage de troponine. Les seules conditions dans lesquelles on peut faire un dosage de troponine en médecine ambulatoire, c'est un patient qui va être asymptomatique lors de la consultation, mais qui a eu des douleurs thoraciques 72 heures avant. Et là, effectivement, le médecin peut se dire, est-ce qu'il a fait un syndrome coronarien aigu sans complications? Bien évidemment, puisqu'il est toujours là. Mais est-ce qu'il faut quand même prendre en charge différemment ce patient-là? Et là, dans ce contexte-là, on peut faire une troponine. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu, même si c'est sans complications, la troponine monte très très vite et elle redescend à son seuil basal à peu près une dizaine de jours après. Donc si 72 heures après, la troponine est très élevée, ça veut dire que le patient a fait un syndrome coronarien aigu sans complications.
Troisième point que je voulais aborder avec vous, parce que c'est une question que j'ai très souvent et qu'on nous pose très régulièrement, c'est est-ce que les troponines sont cardiospécifiques? C'est-à-dire est-ce que la présence de troponines représente vraiment des douleurs cardiaques, cardiomusculaires? La réponse est oui, parce qu'en fait les troponines sont intégrées au cardiomyocyte et à partir du moment où il y a un relargage dans le sang, c'est qu'il y a une douleur myocardique. Et ce qui est important de voir et de comprendre, c'est qu'en fait, surtout avec l'arrivée des troponines hypersensibles, la présence de troponines dans le sang n'est pas forcément synonyme d'un syndrome coronarien aigu, mais elle est toujours synonyme d'une souffrance cardiaque. Voilà, on en reviendra dessus, mais ça c'est important. Un autre point qui est assez intéressant aussi à voir, alors je ne sais pas comment, bon c'est pas grave, c'est en fait entre les troponines T et les troponines I, donc les deux permettent de détecter les syndromes coronariens aigus, il n'y a absolument aucun souci. Ce qui est intéressant de voir sur cette slide, c'est les concentrations intracardiaques. On voit que la troponine T, la concentration intracardiaque est un petit peu plus élevée. Et ça, en fait, avec l'arrivée des nouvelles utilisations, on va dire, des troponines dans des populations qui sont asymptomatiques, mais à risque de développer des maladies cardiovasculaires et notamment au niveau de l'infarctus, en fait, le fait que les concentrations soient plus élevées, en fait, on peut les détecter beaucoup plus précocement. Et dans les nouvelles recommandations qui sont en train d'arriver chez ces populations asymptomatiques, ça sera un plus très important sur la troponine T. Mais ce n'est pas le focus d'aujourd'hui. Le focus d'aujourd'hui, c'est vraiment les troponines dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. En fait, les troponines sont rentrées dans cette définition-là en 2007. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et en 2007, donc, les troponines ont vraiment été intégrées comme des marqueurs de référence pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Et c'est devenu vraiment la pierre angulaire du diagnostic de cet infarctus du myocarde. Et il y a eu évidemment 2 critères qui ont été mis en place, qui sont toujours valables même avec les troponines hypersensibles, parce qu'en 2007, on était toujours avec les troponines conventionnelles, elles n'étaient pas arrivées, et les 2 critères, c'était qu'il fallait que les troponines aient un CV au 99e percentile inférieur à 10%, et qu'au moins 50% des valeurs normales mesurables doivent être en dessous du 99e percentile. Ça, c'est les critères de base pour avoir une troponine qui va correspondre aux troponines qui vont être intégrées dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Toutes troponines confondues, troponine T, troponine I, etc. et tous fournisseurs confondus. Donc là, en 2007, on était avec les troponines conventionnelles. Ensuite, les troponines hypersensibles sont arrivées sur le marché. En 2009, elles sont arrivées, 2 ans après. Et l'avantage des troponines hypersensibles, c'est qu'il y a des seuils qui sont plus bas, hypersensibles. Donc, on voit bien sur cette slide-là, c'est que ça permet de détecter beaucoup plus précocement en fait, le début d'un infarctus du myocarde. Les anciens seuils en fait, des troponines conventionnelles étaient à peu près à 50 nanogrammes par litre. Et là, si on prend par exemple la troponine T, comme ça on va rester toujours sur la même valeur pendant tout le symposium, c'est 14 nanogrammes par litre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on peut détecter beaucoup plus précocement. Et sur la slide suivante, on voit justement, c'est que quand on était avec les troponines conventionnelles, les algorithmes utilisés, c'était H0, H6 heures, un deuxième prélèvement 6 heures après l'arrivée au niveau des urgences. Avec les troponines hypersensibles, en 2009, on a réussi en fait à intégrer un algorithme décisionnel plus court et une prise en charge du patient entre H0 et H3. En 2011, donc les troponines hypersensibles sont arrivées en 2009 sur le marché. En 2011, la Société européenne de cardiologie a intégré l'algorithme décisionnel, donc les troponines hypersensibles, donc l'algorithme décisionnel H0, H3, comme étant un algorithme diagnostique clair qui correspond à une prise en charge d'un patient avec ces troponines hypersensibles.
Alors, ces troponines hypersensibles ont permis de raccourcir effectivement la prise en charge des patients à 3 heures. Et en fait, les cardiologues et les urgentistes se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller encore plus loin avec ces troponines hypersensibles et mettre en place un algorithme plus court à 1 heure, ce qu'on appelle l'algorithme H0H1. Alors, cet algorithme a commencé en 2012 avec une étude qui s'appelait APAS, qui a permis, en fait, c'est une étude rétrospective sur 436 patients, et ça a été en fait une étude qui a permis de valider les seuils qui seraient utilisés dans cet algorithme H0H1. Donc là, on voit, on était tout à l'heure à 14, là on est passé à 12 et 52. On reviendra un petit peu sur les valeurs, ce n'est pas le plus important. Ensuite, donc il y avait cette étude de 2012. En 2015, il y a une deuxième étude qui a été réalisée, mais cette fois-ci, c'était une étude prospective réalisée dans 3 pays sur plus de 1320 patients, donc une étude tout à fait conséquente. Et cette étude avait pour but de valider les seuils décisionnels de l'étude APAV de 2012, mais aussi de valider le fait du pourcentage de patients qui pouvaient être exclus immédiatement ou intégrés dans une prise en charge au niveau d'un service de cardiologie. Et en fait, on voit sur les 2 niveaux de la PAS 2012 ou 2015, on a à peu près 60% des patients qui peuvent avoir une exclusion d'un diagnostic de syndrome coronarien aigu en 1 heure. Donc ça veut dire un désengorgement des urgences de façon très importante. Et on a 17% des patients qui vont être pris en charge immédiatement. Donc en tout, au niveau des urgences, ça veut dire qu'on a 75% des patients il y a eu un diagnostic qui a été posé dans l'heure et qui sont soit rentrés chez eux, soit pris en charge au niveau des urgences. Alors, avant d'être implémenté dans les sociétés européennes de cardiologie, il y a eu encore une étude qui a été réalisée parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de polémiques ou d'inquiétudes en fait sur cet algorithme H0H1, car les deltas en fait étaient assez faibles et les cliniciens se disaient, oui, et les biologistes aussi, est-ce que ça représente vraiment en fait un état clinique du patient? Donc ça, c'était une vraie question qui est restée pendant des années, et donc il y a eu cette très grande étude. En fait, cette fois-ci, c'est une étude clinique réalisée sur plus de pratiquement 1300 patients. Donc là, pareil, une très très belle étude, Trapidami, elle s'appelait. Et en fait, cette étude devait confirmer tout ce qui était dérivé des études APAS et faire en sorte de valider réellement est-ce que cet algorithme H0H1 peut être vraiment utilisé d'un point de vue clinique, diagnostique, pour une prise en charge d'un patient avec un syndrome coronarien aigu. Donc les résultats en fait ont été très probants puisqu'en fait ils ont retrouvé exactement les mêmes résultats, diagnostic d'exclusion pour plus de 64% des patients et une prise en charge immédiate pour pratiquement 14%, 15% des patients. Donc cette étude en fait a validé cet algorithme décisionnel H0H1 avec les valeurs qui avaient été définies dans l'étude clinique prospective aussi APAV. En 2015, quand je vous dis que la Société européenne de cardiologie est quand même une société qui est très active, certaines mettent beaucoup de temps à avancer. Elle, en fait, dès qu'il y a vraiment des validations cliniques fortes avec des belles preuves, elle implémente immédiatement. Et en 2015, cet algorithme H0H1 en fait a été intégré aux recommandations et ils ont été même encore plus loin que les recommandations de 2007 ou de 2011. C'est qu'en 2015, la troponine cardiaque hypersensible, donc cette fois-ci, est devenue en fait obligatoire pour tous les patients qui ont une suspicion de syndrome coronarien aigu avec un électrocardiogramme négatif, non-STEMI. C'est non-STEMI. Donc ça, c'est quelque chose le plus important des recommandations. C'est devenu obligatoire en 2015. Avant, c'était recommandé, mais ce n'était pas obligatoire. Et donc, en 2015, il y a eu effectivement l'algorithme H0H1 qui a été également intégré. Il y a un autre point qui n'a pas été évoqué avant, mais qui est très important, qui a été aussi intégré dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015. C'est sur le petit carré de droite, c'est
la valeur d'exclusion en un dosage. C'est-à-dire qu'en fait, si la valeur de la troponine à H0 est inférieure à 5 nanogrammes par litre, je parle toujours pour la troponine T, pour qu'on n'ait pas de confusion de valeur, à ce moment-là, le patient peut rentrer immédiatement chez lui. Il n'y a pas besoin de refaire un dosage à 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même 6 heures. À ce moment-là, donc ça c'est vraiment une grande nouveauté parce que pareil, dans le cas du désengorgement du service des urgences, c'est quelque chose quand même qui est très important. En 2015, il y a eu aussi une deuxième évolution des critères de haute sensibilité. Ce n'est pas la Société européenne de cardiologie cette fois-ci du tout, c'est les critères de l'IFCC. Et là, ils ont repris en fait le critère numéro 1 ou le 2 en fait de ma slide, mais peu importe. C'est qu'en fait, donc, ils ont maintenu qu'il fallait des valeurs normales mesurables inférieures au 99e percentile pour plus de 50% de la population de référence, et ils ont rajouté au-dessus de la limite de détection. Voilà, ça c'était un point que je voulais vous préciser. Je ne sais pas si au niveau du Maroc c'est un point qui est très important. Au niveau de la France, pour être honnête, non. Mais ça fait partie des recommandations, donc je voulais quand même signaler. Donc on était en 2015 pour les recommandations de la Société européenne de cardiologie et on voit qu'en 2020, ils ont encore évolué, ils ont encore fait avancer leurs recommandations. Alors là, ça a été un peu une surprise parce qu'autant avant, on s'attendait à des évolutions de recommandations parce qu'il y avait des études en cours, cliniques, etc. Là, il n'y en avait pas, donc ça a été un petit peu un scoop, on va dire. Voilà, c'était un petit peu plus rapide que ce qu'on pensait. Et en fait, c'est lié à la crise Covid, tout simplement. Et ils ont décidé, dans la Société européenne de cardiologie, de mettre l'algorithme H0H1 comme un algorithme de diagnostic de premier choix, suivi d'un algorithme H0H2 qui n'avait jamais été intégré dans les recommandations européennes de la Société de cardiologie. Et ils ont déclassé l'algorithme H0H3. Alors, ce que je voudrais juste préciser tout de suite, donc ça, ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie, c'est factuel. C'est des recommandations qu'ils font pour justement pousser les gens à utiliser l'algorithme décisionnel plus court, H0H1, H0H2, de façon à désengorger les urgences avec tout ce qui s'est passé dans la période Covid. Mais par contre, ça n'oblige en rien un établissement d'utiliser l'algorithme H0H3. Ils l'ont déclassé, mais il n'est pas dévalorisé et il n'a pas lieu d'être de le changer si vous ne le souhaitez pas. Donc ça, c'était le plus gros point. Alors, je vous ai mis après, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça, c'était le plus important. Et ensuite, ce qui était important aussi, ce que je ne vous ai pas précisé avant, c'est que dans toutes les recommandations qu'il y a eu jusqu'à présent, 2007, 2011 et 2015, il n'y avait que 2 types de troponines qui étaient dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Il y avait la troponine de Roche, donc la troponine T, et il y avait la troponine d'Abbott, mais uniquement sur l'architecte. Donc on n'était que 2 fournisseurs à être référencés dans la Société européenne de cardiologie. Et là, en 2020, par contre, il y a eu une explosion et ils ont intégré 6 nouveaux tests, dont 2 tests en POC, Point of Care, donc en biologie délocalisée. Donc là, c'est pareil. Alors, on peut voir aussi qu'en fonction des troponines, c'est pour ça que tout à l'heure, je suis restée sur les valeurs de troponine T, qu'en fonction des troponines, les valeurs ne sont jamais les mêmes. Et notamment sur les troponines I, en fonction des fournisseurs, les valeurs sont toujours différentes. Et même intra-fournisseurs, des fois sur les systèmes, elles sont même encore différentes. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 2020, au niveau des seuils qui avaient déjà été intégrés dans la Société européenne de cardiologie de 2015, les seuils de Roche sont restés exactement les mêmes, sont restés inchangés. Par contre, les seuils d'Abbott ont été changés dans ces lignes directives. Concernant l'algorithme H0H2,
donc l'algorithme H0H2 n'a jamais été intégré dans aucune recommandation de la Société européenne de cardiologie. Donc là, ça a vraiment quand même été aussi une nouveauté et une très bonne chose, parce que ça permet justement aux laboratoires, aux institutions qui ne veulent pas basculer de l'algorithme H0H3 vers l'algorithme H0H1 de passer dans une étape intermédiaire, on va dire H0H2, où les valeurs sont un petit peu plus larges, ils sont un peu plus rassurantes. Donc, ils ont intégré, donc là, à ce moment-là, on n'est plus 8, mais on est 4 à pouvoir utiliser les valeurs référencées dans la Société européenne de cardiologie. Et pareil, si on prend l'algorithme H0H2, il faut absolument se référencer sur les seuils qui sont spécifiés dans ces algorithmes. Et je vais vous montrer, j'ai 3 slides, mais on ne va pas rentrer forcément dans le détail des algorithmes, mais pour dire qu'en fait, effectivement, quand un établissement, en accord entre le cardiologue, biologiste, urgentiste, met en place en fait un algorithme décisionnel établi, en fait, il ne faut pas changer, on ne peut pas passer d'un algorithme H0H3 le lendemain à H0H2, à H0H1, pour une raison simple, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement la preuve, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur l'algorithme H0H1, donc on reste sur la troponine T, mais c'est pour toute troponine pareil. Quand on est sur l'algorithme H0H1, la valeur d'exclusion pour le 0 H0, c'est inférieur à 12. La valeur d'inclusion, c'est dans le rouge, on est supérieur à 52, donc on est à 12,52 pour la H0H1. Quand on bascule sur l'algorithme H0H2, on passe de 14 à 52, alors qu'on était à 12,52. Et quand on bascule sur l'algorithme H0H3, l'algorithme le plus utilisé au niveau mondial, soyons honnêtes quand même, on bascule de 14 à 50. Donc pour avoir en fait des référentiels et pour pouvoir mettre en place des automatismes de validation, effectivement, ça montre la raison du pourquoi, quand on définit un algorithme, il faut vraiment rester dans cet algorithme décisionnel pour un suivi clinique pertinent des patients. Et le dernier point que je voulais échanger avec vous, ça ne fait pas partie des recommandations de la Société européenne de cardiologie, mais par contre, c'est un point qui nous est très régulièrement demandé et qui est très documenté d'un point de vue publication, c'est comment utiliser les troponines, notamment les troponines hypersensibles. Ce n'était pas le cas pour les troponines conventionnelles, mais sur les troponines hypersensibles, c'est vraiment important. C'est comment positionner ces troponines pour les personnes âgées et notamment pour les personnes au-delà de 70 ans. Parce qu'effectivement, si on prend le seuil par exemple de 14, il va y avoir beaucoup de faux positifs. Et là, c'est des vrais faux positifs parce qu'en fait, ce sont des patients qui ont des souffrances cardiaques, il y a des comorbidités, etc., et qui ont des relargages de troponines, mais qui ne font pas de syndrome coronarien aigu. Dans la slide d'après, on voit bien justement qu'entre la ligne noire et la ligne rouge, la ligne rouge, ce sont le seuil des troponines hypersensibles, la noire, c'était les troponines conventionnelles, on voit bien que dans la population de 70 à 100 ans, on a un nombre de patients qui est relativement important. Et donc, en fait, ce ne sont pas des patients qui font des syndromes coronariens aigus, ce sont juste des patients qui ont des souffrances myocardiques importantes et donc qui liées à des comorbidités, des problèmes rénaux, etc., etc. Et donc, pour ces personnes de plus de 70 ans, on peut mettre, les institutions peuvent mettre en place, en fait, utiliser le seuil de 50 ou 52, suivant l'algorithme, comme en fait étant la baseline de cette population-là, de façon à justement éviter d'avoir des faux positifs, éviter de refaire un dosage 3 heures après ou 1 heure ou 2 heures après pour rien. Et donc, ça peut être quelque chose qui peut être intégré dans les recommandations. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.